comprendre les Américains, les interroger sur ce qui les anime, les préoccupe, les divise surtout. C'est le projet que s'est fixé mon collègue Frédéric Arnould, qui est correspondant de Radio-Canada à Washington, qui a une grande expertise du terrain aux États-Unis. Il publie ces jours-ci, c'est aussi ça l'Amérique, portrait d'un pays polarisé, c'est aux éditions Québec-Amérique. On n'imagine pas le nombre de kilomètres qu'il a dû parcourir pour recueillir tous ces témoignages. Très pertinent, très intéressant, très contrasté. Il est passé par l'Idaho, le Wisconsin, le Texas, la Floride et bien d'autres. Le territoire est très grand. On a la chance de le recevoir en studio. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Anne-Marie. On vous a arraché aux États-Unis quelques jours. Oui. Merci d'être avec nous. D'abord, peut-être me dire pourquoi ce titre-là, c'est aussi ça l'Amérique. Il y a quelqu'un dans votre livre au début, là, je pense que c'est Cathy Fay, qui dit « c'est ça l'Amérique ». Oui, ben en fait, c'est une idée que j'avais eue en 2006. J'avais couvert vraiment une évacuation massive avec les feux de forêt à San Diego. Et j'avais été frappé par cette espèce d'élan de solidarité. Tout le monde se serrait les coudes. Il y avait le stade de football des Chargers qui était rempli de centaines et de centaines de lits de camp de fortune. Et les gens étaient là et j'avais fini le topo en disant « c'est aussi ça l'Amérique ». Et j'ai trouvé que depuis les 20 dernières années, ça a énormément changé, pas pour le meilleur, parce que l'Amérique d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus fracturée socialement et politiquement. Et j'ai pu le reconstater encore une fois en allant voir les feux de forêt à Los Angeles cette fois-ci. Dévastation sans précédent. Mais ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux maintenant, c'est des démocrates. Ils peuvent bien brûler vifs, je m'en fous. Comment ça se fait qu'on arrive... Oui, ils sont riches alors qu'il y a plein de quartiers qui ont été dévastés dans vraiment la classe moyenne très travaillante. Et ça prouve à quel point aujourd'hui le discours politique ou les échanges sociaux sont bouleversés. Il y a des familles qui passent même plus Thanksgiving ensemble. Encore la semaine dernière, on me disait, mais moi, je parle plus à mon fils pour l'instant parce que ça devient c'est trop venimeux là. Vraiment, les choses sortent et c'est dommage parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu aussi la frustration contre Washington, etc. Donc ça a complètement changé. Cette polarisation, est-ce qu'il faut la relier à Donald Trump, qui est sur la scène politique depuis 2015 au moins, mais qui avait déjà annoncé que c'était un rêve pour lui? Bien, Donald Trump et le Trumpisme, c'est un symptôme d'une frustration profonde, des gens qui trouvent que ça ne marche pas bien, qui ne se reconnaissent pas dans le système politique. Donald Trump a été assez intelligent pour évidemment harnacher ça à lui, à sa cause. Il a transformé, c'est la fameuse devise « diviser pour mieux régner ». Ça existe depuis que le monde est monde, c'est dommage. Mais lui a vraiment ouvert les vannes justement de « indignez-vous, c'est scandaleux, moi je vais tout changer, fini le cynisme, moi je vais faire les choses comme je l'entends ». Et c'est vrai que ça a permis à plein de monde d'insulter tout le monde, de ne plus respecter ces espèces de balises qu'on avait avant, qui était le civisme, dans le fond. Oui. En même temps, êtes-vous impressionné, parce que vous avez vu l'investiture d'autres présidents, vous avez connu Obama, vous avez connu, bien sûr, Trump, premier mandat, Biden. Êtes-vous impressionné par la cadence des événements? Il est toujours en train de signer des décrets, dans le point de presse. Ça ne s'arrête pas depuis une semaine. Il y a une semaine, tout juste, il était assermenté. Mais il avait promis tout ça. C'est vrai que le premier mandat... D'abord, je pense que tellement de monde ont été surpris qu'il l'ait gagné. Je pense que lui-même aussi ne pensait pas peut-être arriver à ça. Donc, il est arrivé dans une machine gouvernementale qu'il ne connaissait pas, qu'il ne maîtrisait pas. Donc, il a nommé des gens qui pensaient qu'ils étaient les meilleurs flagorneurs. Là, maintenant, il connaît la machine et il est animé d'un esprit de revanche. Il en veut tellement au système. Il veut déconstruire l'État vraiment gouvernemental. C'est commencé, là, avec tous les décrets. Sous l'influence d'un Elon Musk, par exemple. Déréglementer, certains disent que déréglementer parce que ça va permettre à tous ces milliardaires, à ces oligarques, pour certains, de s'enrichir encore davantage. Et s'il n'y a pas de règlement, on ne protège pas nécessairement les plus vulnérables. Et ce sont ceux qui, bien souvent, ont voté pour lui aussi. Donc ceux qui ont voté pour lui vont peut-être en souffrir le plus. Est-ce qu'il y a une rupture entre le mouvement MAGA et Trump? Ben, on le voit, il y a comme deux factions à l'intérieur même de cette faction qu'il a élue, c'est-à-dire on a Elon Musk qui veut les fameux visas HB1, H1B, qui veut ramener du monde de l'extérieur, des gens qui sont spécialisés. Et là, les mégas qui disent non, c'est America First, là, t'as pas compris comment ça marche. Donc là, il y a déjà des frictions par rapport à ça. Alors que les expulsions ont déjà commencé. En même temps, selon certaines informations qui circulent beaucoup aux États-Unis dans certains médias, c'est que les illégaux, les migrants illégaux, désertent les productions agricoles et déjà, il y aura un impact
sur ces entreprises agricoles, sur la disponibilité de fruits, de légumes, etc. Mais en même temps, il crée cette espèce je sais pas de régime de terreur, mais de milieu anxiogène. Alors même tous ces immigrants-là qui travaillent, qui participent à l'économie à leur façon, là ils disent, bon, ben là peut-être qu'ils vont vraiment venir m'expulser alors que je travaille avec une situation plus ou moins régulière, mais qui est tolérée. Donc ça crée cette espèce d'élan, ok, ben on s'en va, sauf que l'impact sur l'économie américaine avec ces immigrants-là, il est énorme. Et les Américains, l'Américain moyen ne s'en rend pas compte, parce que l'Américain moyen ne veut pas forcément faire ces travaux-là. Or, c'est à la base, c'est la main-d'œuvre dont on a besoin pour faire fonctionner cette économie-là. Je veux dire, si vous allez dans les restaurants, partout, dans tous les États, pas juste les États limitrophes, la plupart, ce sont des Hispaniques. Et si ces gens-là commencent à déserter parce qu'ils ont peur que leur famille soit expulsée, leurs frères, leur mère, etc., ça crée un effet d'entraînement qui peut être très négatif pour l'économie. Vous êtes allé à la rencontre de gens tout à fait extraordinaires, ne serait-ce que par leurs convictions, qu'ils soient républicains, qu'ils soient MAGA ou démocrates, comme journaliste, parce que ce n'est pas nécessairement des témoignages, et même vous approfondissez le témoignage. C'est un carnet de route, mais vous allez plus loin. On remet en perspective. Oui, c'est un cours d'histoire. Vous nous expliquez les perspectives, justement, avant et ce que ça risque de faire. Comment la situation actuelle, l'arrivée de Trump, change votre façon de couvrir l'Amérique, les États-Unis ou Trump? Mensonges, insultes, purges, comment ça change votre travail? C'est très compliqué parce que c'est toujours le chaos, la crise. Et les médias américains sont pris avec ça, peut-être plus que nous en fait, parce que dans le fond, moi je prends toujours l'analogie de Donald Trump qui est le maître du jeu. Il a la lampe de poche, le petit faisceau, et il se promène comme ça. Et les médias américains, c'est les chats qui essayent d'attraper cette lumière-là. Mais pendant ce temps-là, il y a plein de choses en coulisses qui se passent, il y a des projets de loi qui avancent, et à un moment donné, les médias, on oublie de couvrir ça parce qu'on était oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Fait que nous, comme médias étrangers, il faut essayer de voir comment on peut essayer de ne pas tomber dans ce piège-là et d'aller sur le terrain et de comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire exactement comme conséquence. Ce décret, puis des décrets, il y en a des dizaines et des dizaines, ça va être comme ça pour un bout. Mais à un moment donné, Donald Trump ne pourra pas toujours faire ça. Il va falloir qu'il négocie avec son Congrès, majorité très très petite. Donc il y a beaucoup de choses à couvrir. Donc il y a le risque de lâcher un peu la proie pour l'ombre en couverture. En fait, est-ce que vous dites qu'il y a comme une espèce de match entre lui et le Congrès parce qu'il se donne énormément de pouvoir et les décrets, ils ont un effet spectaculaire, mais ils seront peut-être attaqués par des contre-pouvoirs. Quel est l'état des contre-pouvoirs? On l'a vu sur le droit du sol, donc c'est déjà contesté. On l'a vu, vous rencontrez des militants, des activistes, ne serait-ce que pour les armes à feu, que ce soit pour le fameux gerrymandering ou gerrymander, vous l'avez traduit comme ça. Ouais, le charcutage électoral. Le charcutage électoral qui vicie la démocratie électorale parce que c'est toujours, ça c'est bloqué. Ben, il y a les tribunaux, il y a plein de recours actuellement, mais ça va se rendre évidemment jusqu'à la Cour suprême, ça peut prendre des mois, des années. Mais il y a aussi le Congrès. Il ne faut pas oublier que c'est le checks and balance, comme on dit. C'est un contre-pouvoir. Et même si ce sont des républicains qui détiennent justement ce pouvoir, il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe et se sentent un peu frustrés et pas respectés. Et ça se joue à deux un peu. Le président est là, mais le Congrès, il faut qu'il soit là aussi. Ouais. On va voir une carte, je ne sais pas si on l'a maintenant, mais c'est bleu et rouge, mais le rouge est très, très omniprésent. Il y a 40 d'indépendants. Est-ce que c'est figé dans le temps? Est-ce que vous voyez que les débats, que cette polarisation, on voit ça, c'est tout rouge, là. Oui, mais c'est parce que le rouge devient de plus en plus rouge foncé, le bleu de plus en plus bleu foncé. C'est juste ces espèces d'États électrons libres, là, les fameux États clés, le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin, qui, eux, mangent un peu à tous les râteliers politiques d'une élection à l'autre. Mais on ne voit pas comment ça va vraiment tomber dans quelque chose de plus homogène, de plus en harmonie, quoi. C'est une démocratie malade? Ben, elle n'est pas en bonne santé, évidemment, mais selon que vous parlez aux démocrates ou aux républicains, ils ont chacun leur propre version de la protection de la démocratie. Pour les républicains, Trump va sauver la démocratie, alors que chez les démocrates, on aurait voulu la sauver, mais là, il a pris le pouvoir, il a un petit peu une idée autocratique du pouvoir. C'est Dieu qui l'a sauvé pour pouvoir sauver l'Amérique. Mais ça, c'est toute l'aspect religion aussi, dont on parle un peu dans les nationalistes chrétiens. Ça, c'est à surveiller, je pense, dans les prochains mois. Mais j'avoue que le chapitre sur les armes à feu nous tire les larmes. Ça vient nous chercher au plus profond de nous-mêmes, Frédéric, merci d'avoir prolongé votre travail de terrain pour écrire cet ouvrage. C'est aussi ça l'Amérique, portrait d'un pays polarisé. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci. Bonne couverture. Ah ben oui, ça recommence. Il y a du travail.